Acte 1. Le choc l'amorce. Ce soir-là, au moment précis où le cristal de son verre a tinté contre la table en chêne, j'ai compris qu'un simple mot pouvait trancher une artère plus vite qu'un couteau. Je m'appelle Eleanor Sinclair. J'ai 62 ans. J'ai les mains usées par des décennies de travail à l'hôpital et l'odeur de la farine incrustée dans la mémoire de ma peau. Souvenir de mes nuits à la boulangerie. Je suis une mère, une veuve, et jusqu'à il y a quelques minutes, je pensais être une grand-mère aimée. J'étais assise au bout de la longue table de ma sœur. L'air sentait le sapin, la dinde rôtie et la cire chaude des bougies. C'était une scène de carte postale. Mon neveu riait. Ma sœur servait le vin. Je lissais le tissu de mon gilet, savourant cette chaleur familiale que j'avais passé ma vie à construire, brique par brique, sacrifice par sacrifice. Mais soudain, le silence est tombé. Un silence lourd, gélatineux, qui a figé les fourchettes en l'air. Marissa, ma fille unique, venait de parler. Elle n'avait pas crié. Sa voix était calme, clinique, comme lorsqu'on annonce l'heure du décès d'un patient. Elle est morte pour moi. Les mots sont tombés de sa bouche comme des pierres qu'elle gardait en bouche depuis des années. Daniel, son mari, a sursauté si violemment que sa chaise a grincé sur le parquet. Marissa, qu'est-ce que tu racontes? Sa voix s'est brisée. Elle ne l'a pas regardé. Elle me fixait. Moi, pas avec colère. Pire, elle me regardait comme on regarde une vieille tache sur un mur, avec un mélange d'ennui et de dégoût. « J'ai fini de faire semblant », a-t-elle ajouté, articulant chaque syllabe avec une précision chirurgicale. « Je ne veux plus la voir. Elle n'existe plus. Mon cœur n'a pas accéléré. Au contraire, il a ralenti. Boum, boum. » J'entendais le sang battre dans mes oreilles. Un son sourd, comme sous l'eau. Je voyais ma sœur presser sa serviette contre ses lèvres, horrifiée. Je voyais les enfants se figer, sentant le danger instinctif des adultes qui se déchirent. J'ai posé mes mains à plat sur la nappe. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas hurlé. J'ai regardé ma fille, celle dont j'avais peigné les cheveux, celle pour qui j'avais travaillé 16 heures par jour. Et j'ai vu une étrangère. « Si c'est ce que tu ressens », ai-je dit. Ma voix était effrayante de calme. Marissa a levé son verre, comme pour porter un toast à mon exécution. C'est exactement ce que je ressens, à cet instant. Quelque chose s'est brisé en moi, pas en éclats bruyants, mais comme une digue qui cède silencieusement sous la pression de l'eau. J'ai su que je ne me battrais pas pour la garder. J'ai su que c'était la fin. Acte 2. La crise, l'effondrement. Je me suis levée. Le bruit de ma chaise raclant le sol a résonné, comme un coup de feu dans le silence de la pièce. Daniel a essayé de se lever aussi, le visage pâle, les yeux écarquillés par la panique. Eleanor. Attends. C'est de la folie. Marissa dit quelque chose. Mais Marissa a détourné le regard, piquant une pomme de terre avec sa fourchette. Indifférente. Je suis sortie dans la nuit froide de Tacoma. L'air glacé a frappé mon visage. Et c'est là, seulement là, que mes genoux ont tremblé. Le passé, les fissures invisibles. Les gens pensent que les explosions arrivent soudainement. C'est faux. Elles commencent par des fissures microscopiques, en conduisant vers mon appartement vide. Les souvenirs m'ont assailli. L'odeur rance de l'huile de friture de mes doubles services. Je me revoyais rentrer à minuit, mes chaussures couvertes de farine, trouvant Marissa endormie sur le canapé. Je pensais que je faisais ça pour elle, pour sa survie, pour qu'elle ne manque de rien. Mais les enfants ne voient pas la survie. Ils voient l'absence. Je me suis souvenue de ce mardi gris, quelques mois avant Noël.
J'étais dans mon salon, en train de trier des papiers, quand mon téléphone a vibré. Un message de Marissa. J'en ai fini avec elle. Elle est pathétique. Je ne veux plus la voir dans mes pattes. Le message était destiné à Daniel. Elle s'était trompée de destinataire. J'avais relu ces mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Pathétique. C'était donc ça, le résumé de ma vie à ses yeux. Une vieille femme utile pour l'échec, mais encombrante pour l'image. Daniel avait envoyé un autre message quelques minutes plus tard. Innocent, parlant du stress de Marissa. Il ne savait pas. Il ne voyait que le masque poli qu'elle portait en public. Ce masque qu'elle venait de faire tomber ce soir, la descente aux enfers. Les jours suivants le dîner de Noël ont été un brouillard. Je suis rentrée chez moi. J'ai accroché mon manteau. L'appartement était silencieux. Terriblement silencieux. J'ai regardé mon téléphone. Daniel avait laissé un message vocal. La voix tremblante. « Éléonore, je suis désolée. Je pense qu'elle regrette. S'il te plaît, appelle-nous. » Je n'ai pas répondu. Je me suis assise dans ma cuisine, seule avec le bourdonnement du frigo. J'ai touché du doigt la cicatrice sur ma main. Une brûlure de four datant de l'époque où je payais ses frais de scolarité. J'ai failli craquer. J'ai failli écrire une lettre d'excuse. Pardon d'avoir trop travaillé. Pardon d'avoir été absente. J'ai commencé à la taper. Mes larmes tombèrent sur le clavier. Puis, je me suis arrêtée. J'ai relu mes excuses. Chaque ligne était une courbette. Chaque mot validait sa cruauté. Pourquoi devais-je m'excuser d'avoir survécu? Pourquoi l'amour maternel devrait-il être un tapis sur lequel on s'essuie les pieds? J'ai effacé la lettre. J'ai senti un froid métallique s'installer dans ma poitrine. Ce n'était pas de la haine, c'était de la certitude. Appel à l'action 1. Et vous avez-vous déjà continué à verser de l'eau dans un vase brisé, espérant qu'il se remplirait, alors qu'il ne faisait que fuir sur le sol? À quel moment avez-vous décidé d'arrêter? Acte 3. La découverte le tournant. Le lendemain matin, j'ai ouvert le vieux coffre-fort ignifugé caché au fond de mon armoire. L'odeur de vieux papier et de métal froid m'a accueilli. C'est là que je l'ai vu. L'objet, une enveloppe en velours bleu. Je l'avais préparée pour ce dîner de Noël. Je l'avais eue dans mon sac à main toute la soirée, juste avant qu'elle ne prononce ces mots terribles. Flashback. Je me suis souvenu du jour où j'avais mis ce document dans l'enveloppe. C'était il y a 6 mois. Mon avocat m'avait dit « Éléonore, vous êtes sûre? C'est une grosse somme. C'est votre sécurité. » J'avais souri. « C'est pour Marissa. Elle a ce prêt bancaire qui l'étouffe. Je veux qu'elle soit libre. C'est ma fille. » À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait un chèque de banque certifié, couvrant l'intégralité du solde de son prêt immobilier, ainsi que les papiers de cession de ma maison de vacances. Un cadeau d'une valeur inestimable. Je voulais voir son visage s'illuminer. La révélation. J'ai tenu l'enveloppe bleue dans mes mains tremblantes. Si elle s'était tue, si elle m'avait juste souri hypocritement une soirée de plus, elle aurait tout eu. Mais elle m'avait déclarée morte. J'ai ouvert l'enveloppe. J'ai sorti le chèque. J'ai regardé les zéros. Puis, j'ai pris une paire de ciseaux. Le son du papier épais qu'on découpe cric a été le son le plus satisfaisant de ma vie. J'ai coupé le chèque en 2, puis en 4, puis en confetti. J'ai compris quelque chose de fondamental à cet instant. L'argent est une énergie. L'amour est une énergie. Je ne donnerai plus ni l'un ni l'autre à qui me méprise. Je ne serai plus la mère sacrificielle. Je serai Éléonore. Juste Éléonore. J'ai attrapé mon ordinateur portable. Mes doigts, qui tremblaient à la veille, étaient maintenant stables comme de la pierre. J'ai ouvert mes comptes bancaires.
J'ai ouvert le portail de l'hôpital. J'ai ouvert mes emails. La transformation avait commencé. Acte 4. Renaissance et karma. Phase 1. Le grand nettoyage. Je n'ai pas fait de scène. J'ai agi dans l'ombre. Avec l'efficacité d'un chirurgien. L'héritage. J'ai envoyé un email urgent à mon avocat. Mise à jour immédiate du testament. Retirer Marissa Sinclair de toutes les sections. Bénéficiaire fondation pour les aînés et mes nièces. La santé. Sur le portail de l'hôpital Saint-Joseph. J'ai effacé son nom de la case « Contact d'urgence ». Si je m'effondre demain, ce n'est pas elle qui tiendra ma main. J'ai mis le nom de ma nièce, celle qui m'appelle juste pour savoir comment je vais, sans rien demander. La banque le coup de grâce. Il y avait un prêt, une extension de crédit que Marissa avait demandé. J'étais co-signataire depuis des années. J'avais oublié. Mais la banque, elle, savait. J'ai cliqué sur « Révoquer la garantie ». J'ai bloqué l'accès au compte d'épargne partagé au cas où. Puis, j'ai bloqué son numéro. J'ai bloqué Daniel. J'ai quitté le groupe WhatsApp familial. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était propre. Phase 2. Le karma frappe. Le karma n'a pas besoin de vengeance. Il a juste besoin que les gens bien arrêtent de protéger les ingrats. 3 jours après Noël, le monde reprenait sa course. Marissa est entrée dans sa banque avec l'assurance d'une reine. Persuadée que son extension de prêt était une formalité. Elle avait besoin de cet argent pour maintenir son train de vie illusoire. Daniel m'a raconté la suite. Bien plus tard, le banquier a froncé les sourcils devant son écran. « Madame Carlson, il y a un problème. » « Quel problème a demandé Marissa ?» Agacée, votre co-signataire s'est retiré sans la garantie de Madame Eleanor Sinclair. Nous ne pouvons pas approuver l'extension. En fait, nous devons revoir les conditions du prêt actuel. Marissa a ri. Un rire nerveux. C'est impossible, c'est une erreur informatique. Appelez-la. Elle a sorti son téléphone. Elle a composé mon numéro. Bip. Bip. Le numéro que vous demandez n'est pas accessible. Elle a réessayé. Encore. Et encore. Son visage est passé du rouge au blanc cireux. Elle m'a bloqué. Daniel a murmuré. Tu lui as dit qu'elle était morte. Marissa, ce soir-là. Une autre surprise les attendait dans leur boîte aux lettres. La lettre officielle de mon avocat notifiant sa désinscription totale de mon testament et de mes assurances-vie. Marissa s'est assise par terre dans son entrée, la lettre à la main, réalisant que le filet de sécurité qu'elle avait méprisé toute sa vie venait de disparaître. Phase 3, la confrontation. Il pleuvait ce soir-là. Une pluie battante qui fouettait les vitres de mon condo. On a frappé à la porte. Des coups lourds, désespérés. « Maman, ouvre, je t'en supplie !» C'était elle. Sa voix n'avait plus rien de clinique. Elle était gorgée de larmes et de panique. J'ai ouvert la porte, mais j'ai laissé la chaîne de sécurité. Juste un entrebâillement de 5 centimètres. Je l'ai vue. Les yeux gonflés, le maquillage coulant. Daniel était derrière elle, trempé, l'air misérable. « Maman, la banque, ils vont tout bloquer. Tu ne peux pas faire ça. » Je ne le pensais pas. J'étais en colère. J'ai besoin de toi. Elle avait besoin de moi. Pas « je t'aime », pas « tu me manques », mais « j'ai besoin », même dans sa supplication. Elle ne parlait que d'elle-même. J'ai regardé ma fille à travers la fente de la porte. J'ai senti une tristesse infinie, mais aucune faiblesse. Tu as demandé un monde sans moi. Marissa. Ai-je dit doucement? Maman. Arrête. C'est cruel, non? Ai-je répondu? C'est la conséquence. Tu m'as déclarée morte. Les morts ne signent pas de prêt bancaire.
Les morts ne sauvent pas les vivants. Eleanor, a tenté Daniel. J'ai croisé son regard. Prends soin d'elle. Daniel, elle va devoir apprendre à vivre sans filet. J'ai refermé la porte. J'ai entendu son cri étouffé derrière le bois. J'ai tourné le verrou. Clac. C'était le son d'une vie qui recommence. Appel à l'action 2. Si vous aviez été à ma place, derrière cette porte, auriez-vous ouvert? Auriez-vous signé une dernière fois pour la sauver? Dites-moi la vérité en commentaire. Acte 5. Le message 2 mois ont passé. Ce matin, je suis assise sur mon balcon. Je bois un thé Earl Grey. Le soleil se lève sur la baie. C'est calme. Je vais au club de lecture ce soir. J'ai rencontré des femmes formidables. Nous rions. Nous ne parlons pas de nos enfants ingrats. Nous parlons de livres, de voyages. De nous, j'ai appris des leçons que j'ai payées au prix fort. Je veux vous les offrir. Ce que j'ai appris, l'amour ne doit pas être une dette. Si quelqu'un vous fait sentir que vous devez acheter sa présence, ce n'est pas de l'amour, c'est une transaction. Les excuses ne réparent pas tout. Parfois, dire « pardon » est une manipulation pour éviter les conséquences. Observez les actes, pas les mots. Votre valeur ne dépend pas de votre utilité. J'ai cru que j'étais aimée parce que j'étais utile. Quand j'ai arrêté d'être utile, j'ai vu la vérité. Dire non est un acte d'amour-propre. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est définir les frontières de votre respect. On peut refaire sa vie à 60 ans. La solitude n'est pas une punition. C'est parfois le seul moyen de retrouver la personne la plus importante que vous ayez jamais négligée vous-même. Je ne sais pas si Marissa me pardonnera un jour. Je ne sais pas si elle s'en sortira financièrement. J'espère qu'elle grandira. J'espère qu'elle deviendra la femme forte que je n'ai pas su lui apprendre à être en la protégeant trop. Mais aujourd'hui, mon téléphone est silencieux et mon cœur est en paix. Merci de m'avoir écouté. Si mon histoire a résonné en vous, si vous aussi vous avez dû fermer une porte pour sauver votre âme, abonnez-vous, partagez cette histoire. Peut-être qu'elle donnera le courage à une autre mère, quelque part, de choisir enfin de vivre pour elle-même.